Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de podcasts qui bousculent mes convictions. Vous en avez sûrement entendu parler, le 2 mai dernier a fuité un document qui laissait entendre que la Cour suprême des États-Unis était prête à révoquer l'arrêt de 1973 légalisant l'avortement dans tout le pays. En gros, l'avortement pourrait devenir une question qui se décide État par État et 20 d'entre eux ont déjà dit qu'ils le rendraient illégal. Alors évidemment, tout ça m'a fait penser à la fameuse phrase de Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Franchement, je pensais pas que, de mon vivant, ce droit pourrait réellement être remis en cause dans un pays comme les États-Unis. Bien sûr, tout ça m'a poussée à m'interroger sur ce qu'il en est ici, en France. Chaque année, un peu plus de 200 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées dans le cadre médical. Le délai légal est récemment passé à 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire depuis les dernières règles, et donc 14 semaines de grossesse environ. Moi, je suis pas médecin, je sais pas ce que c'est de pratiquer un avortement à 4, 8 ou 12 semaines de grossesse. Mais il y a 2 ans, j'ai écouté un documentaire qui m'a vraiment marqué et que j'aimerais vous recommander aujourd'hui. Il s'appelle Avortement, le pouvoir du médecin et c'est Johanna Bedeau qui l'a réalisé en 2020 avec Angélique Thibault pour LSD, la série documentaire, excellente émission de France Culture. Dans ce docu de 4 fois 55 minutes, Johanna Bedeau a cherché à interroger la place de l'avortement dans la médecine française. Comment il est pratiqué, par qui, avec quels moyens, et surtout, comment les médecins se positionnent vis-à-vis de cet acte médical pas comme les autres. La série commence avec un épisode qui retrace un peu l'histoire de l'avortement dans la médecine française avec 2 sujets principaux. Comment sa légalisation en 1975 a chamboulé les pratiques et comment les médecins à l'époque se sont formés aux différentes techniques de l'IVG. Il est intéressant, mais c'est l'épisode 2 qui donne toute son ampleur au documentaire. Johanna Bedeau y aborde la question plus qu'épineuse de la clause de conscience. Faut savoir que dans la loi de 75, il y a une clause spécifique à l'avortement alors qu'il existe déjà une clause de conscience générale à la médecine. Mais pourquoi ajouter une deuxième clause qui est plus ou moins la même que la première, qui est donc inutile ou superfétatoire ? Ça, c'est Nathalie Bajos, sociologue, démographe et chercheuse en santé publique, qui en explique la raison. La clause de conscience sur l'IVG oblige, et la stérilisation oblige les professionnels de santé, s'ils ne veulent pas pratiquer l'acte, à référer la personne vers un autre professionnel qui le fait. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est symboliquement très fort le fait que l'IVG se voit accoler une clause de conscience superfétatoire qui ne sert à rien, encore une fois, dès lors qu'on complète la clause de conscience générale pour obliger à référer à un autre professionnel de santé. Ça fait que l'IVG n'est pas un droit comme les autres. Parce que tous les autres droits, il n'y a pas de clause superfétatoire. Pourquoi il n'y aurait pas une clause superfétatoire pour la prise en charge, je dis volontairement n'importe quoi, de l'infarctus du myocarde ou du cancer du poumon? Un professionnel pourrait être tout à fait argué que la personne, elle a fumé en connaissance de cause pendant 30 ans. Moi, je veux pas la prendre en charge parce que c'est contre mes convictions. Et donc, ça a un effet symbolique très important. Et cet effet symbolique, comme il est convoqué par certains médecins, une minorité, il faut surtout pas donner à penser que le corps médical français aujourd'hui est opposé à l'IVG. Mais dans certains cas, cette clause de conscience, elle est invoquée pour ne pas faire des IVG, ce qui est leur droit le plus strict, mais pour ne pas organiser au sein de leur service l'accueil et la prise en charge des IVG. Alors même qu'il existe une circulaire de Martine Aubry qui disait qu'on ne pouvait pas nommer comme chef de service quelqu'un qui faisait valoir la clause de conscience. Si on est contre l'IVG, on est obligé, disait-elle, d'organiser l'accueil des IVG dans un service.
On comprend bien, avec ces explications, que la clause de conscience pose problème au quotidien dans les structures médicales pour organiser des IVG. Certes, il est censé y avoir la fameuse circulaire dont Nathalie Bajos vient de parler pour éviter notamment que des chefs de service les empêchent. Sauf que, dans le même documentaire, on entend aussi Anne Bourguin, gynécologue obstétricienne et médecin-chef du service de la maternité des Lilas. Même si cette maternité est connue pour être plutôt progressiste, cette chef de service explique qu'elle a elle-même commencé sa carrière en refusant de pratiquer des avortements, mais elle a été engagée au Lilas malgré ça. Elle raconte surtout son point de vue sur la clause de conscience. Au niveau organisationnel, il est évident que la clause de conscience me pose problème parce que je me retrouve confrontée régulièrement à des dames que j'ai du mal à programmer parce que il y a la clause effectivement de conscience des gynécos, mais aussi il y a d'autres paramètres. Par exemple, un anesthésiste ne va pas accepter de s'occuper d'une IVG s'il n'a pas d'infirmier anesthésiste. Or, nous, on n'a pas des infirmiers anesthésistes à temps plein ici. Et du coup, ça fait pour les gens qui s'occupent de la programmation des IVG, ça fait beaucoup de paramètres à mettre en balance pour pouvoir programmer concrètement une IVG. Après, à titre personnel et éthique, je suis persuadée qu'il faut maintenir cette clause de conscience, même si elle me met en difficulté. On n'est pas juste un médecin, on est un médecin avec notre propre éducation, avec notre propre culture religieuse qui a un poids énorme sur les médecins. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de services en France fonctionnent grâce à des médecins étrangers et que ces médecins étrangers ont souvent une culture religieuse qui est plus importante, plus prégnante dans la société qu'elle ne l'est en France et que on ne peut pas leur demander de faire abstraction de ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, si nous n'avions pas ces médecins formés à l'étranger qui travaillaient en France, les structures médicales ne fonctionneraient plus. Voilà, je me positionne en tant que médecin. On est quand même formé à accompagner plus les femmes à accoucher, à mettre des enfants au monde qu'à arrêter une grossesse. Et c'est pas un geste qui est banal parce que on met quand même une canule dans une cavité qui contient un enfant en devenir. Ça reste un embryon, mais c'est quand même un enfant en devenir. Et du coup, réaliser ce geste en lui-même est pas nécessairement simple psychologiquement. Quand je vois le bonheur que chez moi ça a représenté d'avoir des enfants, j'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse interrompre une grossesse. Et puis alors, à titre personnel, j'ai tellement le sentiment qu'être enceinte c'est une chance que du coup, quand je suis en phase d'une IVG, j'ai toujours un petit sentiment alors que c'est pas moi que ça concerne parce que finalement c'est mon histoire à moi, mais un petit sentiment de frustration parce que moi j'ai pas fait encore, je pense que j'ai pas encore rempli mon désir complet de maternité. Et que peut-être ce sera plus simple encore pour moi de faire les IVG le jour où j'aurai eu le nombre d'enfants que j'espère avoir. Voilà, je pense que c'est important d'entendre aussi le point de vue des professionnels de santé qui travaillent dans les services de gynécologie pour bien voir que c'est pas parce que l'avortement est légal que c'est facile d'y avoir accès. Anne Bourguin le dit bien, non seulement c'est difficile de recruter des médecins, mais en plus, ils appliquent bien souvent leur clause de conscience, ce qu'elle-même a fait à certains moments de sa carrière. Cet épisode sur la clause de conscience est peut-être celui qui m'a le plus marqué parce que j'y ai appris plein de choses sur la réalité médicale et organisationnelle, si je peux dire, de l'IVG. Et surtout parce qu'il m'a poussé à écouter les arguments des deux côtés avec autant d'attention. Sur des questions aussi sensibles que l'avortement ou la clause de conscience, on a un peu tous un avis tranché et le dialogue avec ceux qui ne sont pas de notre avis, c'est toujours assez compliqué. Et bien là, pour la première fois, j'ai pris le temps d'écouter des paroles militantes opposées et de me questionner très personnellement sur ce qui ressortait de tout ça. C'est une vraie mission de service public que remplit ce podcast et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous le conseiller parce que je pense qu'il peut nourrir la réflexion sur l'IVG, peu importe qu'on soit pour ou contre. Et puis, il y a la question des infrastructures, de l'accès aux soins. Dans l'épisode 3, par exemple, on nous explique quels médicaments sont utilisés pour un avortement médicamenteux et pourquoi, même si ce type d'avortement devient majoritaire, ça devient compliqué de les pratiquer. Excusez-moi. Donc, c'est donc des médicaments qu'on va donner. Le premier médicament, donc la mifepristone, elle va permettre d'interrompre la grossesse puisque comme ça va faire chuter le taux de progestérone, la grossesse va s'arrêter. Et ensuite, on donne un médicament qui s'appelle le misoprostol, qui va déclencher des contractions utérines et permettre l'expulsion de la grossesse.
Alors on a vu des choses extraordinaires à propos du misoprostol parce que cette molécule n'a pas été au départ instituée et développée dans l'avortement médicamenteux, où on l'utilise aussi pour la gestion des fausses couches spontanées. Enfin bon, bref, en gynéco, ça s'est développé. Et à partir de là, il y a très peu de temps, le laboratoire qui fabriquait cette molécule a dit « nous ne voulons plus entendre parler de cette molécule ». Et là, l'Agence nationale de sécurité du médicament a bien été ennuyée, puisque si nous n'avions plus cette molécule, nous ne pouvions plus faire d'avortement médicamenteux, nous ne pouvions plus gérer les fausses couches, on ne pouvait plus, il y avait un certain nombre d'actes. Donc, crise d'urgence, et donc on s'est retrouvé avec la même molécule, avec des présentations différentes, fabriquées par des laboratoires différents. Mais pour vous donner une idée, la boîte donc c'est 60 comprimés, c'est ça, coûtait 15 € et que maintenant on a des comprimés qui coûtent 15 € quasiment pièce. Voilà, donc on est dans on peut pas dire qu'on est dans une situation de progrès, quoi. Dans ce documentaire, on entend aussi plein de femmes qui ont eu ou qui sont en train d'avoir recours à un avortement. Ces histoires ont toutes leurs particularités, que ce soit Aïssatou qui doit aller avorter seule aux Pays-Bas parce qu'elle a dépassé le délai légal, ou cette femme qui a vécu un accouchement traumatique et qui n'est pas prête à avoir un autre enfant. Dans tous les cas, on entend bien que l'avortement est un acte compliqué pour toutes. J'ai écouté pas mal de podcasts sur le sujet et c'est le plus intéressant de mon point de vue parce qu'il est plus dans une démarche de questionnement que de militantisme. Pour en savoir plus sur la façon dont Johanna Bedeau avait produit ses presque 4 heures de documentaire, je l'ai invitée au micro de Sans Algo. Bonjour Johanna Bedeau. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder la question de l'avortement et plus précisément de la place du médecin dans cet acte médical ? En fait, il y a une dizaine d'années, je suis allée à la maternité des Lilas, dans le centre d'orthogénie, faire un documentaire assez simple sur l'avortement. Et j'ai été, au bout de 3 jours d'enregistrement, j'ai été très étonnée des patientes qui arrivaient, des couples, des jeunes patientes et des femmes qui arrivaient, qui n'étaient pas venues à cet endroit-là précis directement, mais elles avaient eu un périple avant d'arriver à la maternité des Lilas. Et donc, en les écoutant, je comprenais que finalement, c'était pas si simple de se faire avorter en France, malgré la loi. Et donc, je suis restée avec cette question-là. Et du coup, quelques années après, je crois 8-9 ans après, oui, j'ai proposé à Perrine Kervran, qui coordonne la série documentaire LSD à France Culture, quelque chose autour du pouvoir médical face à l'acte d'avortement, parce qu'il me semblait quand même qu'il y avait cette résistance quelque part. Comment ça se passe, la production d'une série LSD ? C'est-à-dire que vous proposez un sujet, il est accepté par Perrine Kervran et l'équipe de LSD, et ensuite, quelles sont les étapes par lesquelles vous passez, et surtout, combien de temps ça prend de produire presque 4 heures de documentaire sonore ? On propose 2-3 pages d'écriture qu'on envoie à Marie-Vanne Bolivier et Perrine Kervran, donc à l'équipe de LSD. Après, il y a une commission qui se réunit, qui réfléchit au sujet. Est-ce que c'est le bon moment de le faire ? Est-ce qu'il est assez travaillé, etc. Si le projet est accepté, on prévoit une date pour les enregistrements. Souvent, j'ai un gros travail de préparation. Et puis, à partir du moment du début des enregistrements jusqu'à la fin du montage, mixage, je dirais 3 mois, en gros. LSD, pour ceux qui connaissent pas l'émission, c'est donc 4 épisodes de 55 minutes autour d'une même thématique, mais avec 4 angles différents. Comment vous avez trouvé les thèmes des 4 épisodes ? Et surtout, est-ce que c'est une décision qui se prend avant ou après le tournage ? Alors, c'est une décision qui se prend avant. Alors moi, je fonctionne souvent comme ça. Je traite un sujet et puis il me reste plein de questions, puis j'ai envie d'aller chercher. Donc, je garde ça dans un coin de ma tête. J'avais naïvement, en fait, cette idée qu'un médecin est là pour aider la patiente dans son choix. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si simple, que le médecin était là pour poser un diagnostic et pour décider de l'acte ou pas. Donc, très vite, je me suis dit, j'ai proposé à Perrine Kervran ce sujet-là, sur l'avortement, sur le pouvoir. Elle a tout de suite dit oui.
Ça a été très rapide. Et puis, j'ai proposé donc à cette commission 4 sujets. Un premier sujet sur l'histoire de l'acte dans la médecine, de l'IVG. Après, j'ai décidé de faire un deuxième... le deuxième angle, c'était vraiment, pour le coup, sur la clause de conscience qui me paraissait le problème principal, en fait. Je pense que c'est ça qui m'avait donné envie réellement de faire cette série. Et puis, cet accès difficile en France qui m'avait motivée au départ, c'est-à-dire les dérives, mais aussi pour des questions qui restaient en suspens pour moi. Pourquoi il y a de plus en plus d'avortements médicamenteux et de moins en moins d'avortements chirurgicaux? Ça, c'était une question que je trouvais intéressante. Et puis le dernier sujet, qui est pareil, qui était une de mes questions, maintenant qu'il y a la contraception, est-ce qu'on ne devrait plus avorter? Voilà, donc c'était plutôt des questions, sauf la partie historique. Voilà, je suis partie de ça et puis après je suis allée, sur les terrains qui m'intéressaient. Dans l'épisode 2, on entend un avortement par aspiration, par petite touche. On est un peu avec la patiente, c'est-à-dire qu'on entend avant qu'elle s'endorme et après qu'elle se réveille. C'est-à-dire que vous avez eu l'autorisation d'assister à un avortement par aspiration. Comment ça se passe pour obtenir ce genre d'autorisation? Et surtout, comment vous êtes parvenu à enregistrer cette séquence et ensuite comment vous l'avez mise en scène pour ne pas que ce soit voyeuriste? Je trouvais que c'était important de faire une série de 4 heures sans entendre ce que ça peut faire un avortement, c'était pas possible. Donc on a enregistré plein d'avortements, pas seulement un seul. Donc on aurait pu en mettre partout dans chaque documentaire. Mais c'était pas le sujet non plus. Donc j'ai parlé évidemment à l'équipe médicale, j'ai parlé à la patiente avant, je lui ai expliqué à quoi ça ressemblait nos documentaires. Je lui ai expliqué aussi qu'elle était libre après de refuser si elle sentait que c'était trop compliqué par rapport à son intimité. Surtout, en fait, on a plusieurs avortements. Là, cet avortement dont vous parlez, c'est un avortement qui se fait par anesthésie générale. Et ça, je trouve ça très compliqué. Et donc, avant l'anesthésie générale, je lui ai dit où nous, on allait se positionner, où on allait se placer. On n'allait pas bouger, on allait rester là. Et quand elle se réveillerait, on sera au même endroit. L'idée, c'était pas d'aller mettre le micro en face de son sexe, pas du tout. C'était de réussir à être à une distance suffisante. On n'a pas besoin d'appuyer pour raconter les choses comme elles se passent. Voilà, et puis après, c'est pareil, toute la question du montage est très importante, c'est-à-dire, on pourrait insister, on n'a pas besoin d'insister. Les mots étaient suffisants et quelques bruits étaient suffisants, je trouve, pour le raconter. Dans ce documentaire, il n'y a pas que des paroles de médecins. Vous suivez aussi le parcours d'Aïssatou, qui est une jeune femme qui a dépassé le délai légal en France, déjà qui s'interroge sur le fait d'avorter ou non. Donc on assiste à un rendez-vous où elle est prise en charge, qui est vraiment très marquant parce qu'on sent que la médecin qui la reçoit est très précautionneuse et fait très attention au choix des mots, justement pour ne pas influencer son choix d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti ou que vous avez vu dans d'autres rendez-vous médicaux, le fait que les médecins marchent un peu sur des œufs, pour laisser la place à la patiente de faire son choix? Oui, et je trouve pas qu'elle marche sur des œufs, par exemple, au planning familial. Je trouve qu'au contraire, la consultation dont vous parlez, on est au planning familial et il y a un discours très construit, c'est-à-dire on ne culpabilise pas les femmes. Si cette femme qui vient, qui a subi des violences par ailleurs, qui est perdue parce que dans sa culture, on n'avorte pas, elle a la pression de ses parents, mais elle est seule à Paris, elle ne désire pas cet enfant. Sauf qu'elle peut s'appuyer sur personne. Et donc elle est face à cette personne du planning familial qui, au contraire, va utiliser les mots justes, qui va lui dire: «C'est ton choix». Et c'est finalement ce qu'un médecin, je crois, devrait dire, l'accompagner dans son choix. Et Aïssatou, vous avez choisi de suivre, son parcours, d'en faire un personnage, aussi parce qu'elle avait dépassé le délai légal d'avortement en France? Ou est-ce que, en fait, c'est plutôt la personne et son histoire qui vous a intéressé? Il y a eu plusieurs femmes que je voulais suivre. Je partais dans une direction où du coup, on était dans l'avortement médicamenteux en se disant: «Pourquoi on pousse ces femmes-là, vers cet avortement médicamenteux? Pourquoi les médecins se dédouanent de l'acte chirurgical?» et cetera. Donc j'aurais pu suivre une jeune fille pour qui ça a été traumatisant, pour le coup, d'avorter sous médicaments parce qu'elle était quand même à un terme très avancé et donc c'est elle qui a fait le travail. Mais Aïssatou, quand elle est arrivée, elle m'a posé d'autres questions et je me suis dit que par rapport à tout ce que j'avais enregistré, c'est aussi ça qui est génial dans le documentaire sonore et pour la série documentaire, c'est qu'on avance,
C'est une vraie recherche, c'est-à-dire que là, je me disais: «Bah non, en fait, peut-être que ça apportera plus aux auditeurs de suivre Aïssatou parce que là, on pose une autre question sur la question du délai». Donc là, c'était à cette époque-là où c'était au-delà de 14 semaines. Il fallait, partir à l'étranger et donc partir à l'étranger dans une clinique privée où ça coûtait 1 000 € et donc on réinterroge aussi, avant la loi de 75, qu'est-ce qui se passait? Bah, en fait, on cherchait de l'argent pour pouvoir aller avorter. Donc c'est comme ça qu'en fait, j'ai évolué vers, ce portrait d'Aïssatou et puis, au final, on s'est très bien entendus avec Aïssatou, Angélique Thibault et moi. On l'a suivie dans la consultation et puis on a pris la liberté de l'accompagner, au Flexibus, de lui envoyer des messages pendant qu'elle était là-bas. Elle était toute seule et puis à son retour, elle nous a envoyé un message et surtout, elle avait terriblement peur d'écouter le documentaire et donc on l'a écouté ensemble. Dans la série, vous abordez aussi le fait que les hôpitaux privés, en France ne pratiquent pas ou très peu d'avortements. Comment ça se fait que seul le service public prenne en charge cet acte médical? En fait, beaucoup de médecins, travaillant dans le privé font appel à leur clause de conscience et c'est soutenu. Dans le public, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on doit trouver dans une équipe médicale quelqu'un qui va quand même le pratiquer cet avortement. Mais typiquement, dans une maternité comme les Lilas, quand on est face au tableau le matin avec les médecins, on se rend bien compte de la difficulté dans laquelle on est. Alors là, on entend le médecin qui pointe du doigt: «Ah non, tel médecin ne le fait pas, tel médecin applique la clause de conscience. Ah non, elle, c'est trop compliqué, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, donc du coup, là, on va pas pouvoir». Mais ça pose quand même une question incroyable, c'est-à-dire, est-ce que faire le choix d'être médecin gynécologue, est-ce que c'est pas accompagner la femme dans son parcours de femme et donc pour des avortements, pour des accouchements et la suivre dans sa contraception? Monsieur Nizan, me dirait et m'a dit: «Est-ce que vous pensez vraiment que se faire un avortement, avorter avec un médecin qui n'est pas favorable à l'avortement, vous ne pensez pas que ce serait un désastre pour la femme?» Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas après cette série documentaire, que la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on peut devenir médecin gynécologue sans pratiquer des avortements? Merci Johanna Bedeau. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Avortement, le pouvoir du médecin. C'est une série produite pour l'émission de France Culture LSD, la série documentaire. Vous la retrouverez facilement sur le site de France Culture, l'application Radio France ou votre appli de podcast habituel puisqu'elle vient d'être rediffusée sur le flux de LSD. Si le sujet de l'avortement et de sa pratique vous intéresse, je me permets de vous conseiller la lecture de La Vacation, premier roman de Martin Winkler paru en 1989, l'histoire d'un médecin volontaire pour pratiquer des avortements dans un hôpital. Si vous êtes enceinte et que vous cherchez des informations sur l'IVG, rendez-vous sur ivg.gouv.fr ou appelez le numéro vert 0800 08 11 11. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Et surtout, envoyez le podcast à vos proches qui ne savent jamais quoi écouter. On fait tout ça pour que le plus de gens possible trouvent chaussures à leurs pieds. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage, et merci à Victor Benamou pour le mixage.